On n'a pas fait celui d'une septale parce que, du point de vue fonctionnel, il n'est pas très intéressant. Mais la particularité de ces cellules-là, c'est que si vous descendez une électrode, ben, au lieu d'avoir un potentiel de repos, vous voyez spontanément une émission de potentiel d'action. Et on était allé regarder leur potentiel d'action, on avait repéré qu'ils étaient à peu près 100 fois plus lents qu'un potentiel d'action neuronal, ils avaient 250 millisecondes, mais surtout, pourquoi est-ce que ce potentiel d'action était émis? Parce qu'il n'y a pas de potentiel de repos, à la place il y a un potentiel pacemaker. Et donc les cellules sinusales, ce sont les cellules qui ont une activité électrique spontanée et donc une activité de contractile spontanée. Donc pour le moment, vous ne savez pas trop où elle se situe dans le cœur, mais ça on fera dans le prochain cours, pour expliquer vraiment comment elle va déclencher la contraction du cœur. J'ai pas bien compris comment ça faisait qu'il n'y ait pas de perte d'information ou d'intensité quand le potentiel d'action il se diffuse. Enfin, Grâce au seuil, tout est dans le seuil. C'est-à-dire que dès qu'il y a une activité électrique qui passe au-dessus du seuil, puisque le potentiel d'action c'est quelque chose de stéréotypé, en tout ou rien, dès que vous atteignez le seuil, vous aurez toujours un potentiel d'action complet. Donc tant que la propagation atteint le seuil au prochain endroit où il y a des canaux, on aura forcément la même information. Et l'espacement entre deux nœuds de Ranvier, c'est justement l'espacement où on peut à nouveau atteindre le seuil. Donc on ne perd rien. Moi, j'ai pas compris pourquoi j'avais écrit que le potentiel de pacemaker est variable. Mais comme c'est un potentiel d'action, je comprends. Ouais, non, c'est pas le potentiel Mais d'action. justement, je pense que j'ai pas compris ça. Pacemaker est ce qui précède le potentiel d'action. Surtout, c'est pas du tout la même chose. C'est pas souvent vous confondez les deux. Parce que les deux s'appellent potentiel, mais c'est pas du tout la même chose. Donc le potentiel pacemaker, il a une pente qui est très variable. Et quand il atteint le seuil, quand ce potentiel pacemaker permet d'atteindre le seuil, alors on a systématiquement un potentiel d'action. Mais le délai permettant d'atteindre ce potentiel d'action, ben lui, il est variable parce que le potentiel pacemaker peut être plus ou moins long. Et c'est ce qui va faire la fréquence cardiaque. Et ce qui fait que c'est plus ou moins long pour le pacemaker, c'est les canaux HCN, ce sera le contrôle des canaux HCN. Ok. Mais donc pour le moment, nous n'avons pas expliqué pourquoi. Nous, on a fait les fonctions du canal HCN pas contrôlées. Donc la fonction de base ici. Et ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a moyen de ralentir et il y a moyen d'accélérer. Ok. Mais pour le moment, ça, vous ne l'avez pas. Je pense qu'il y en a un autre. Oui, On a perdu les 5 minutes. Le live. Pas le live. ah mais non, si, c'est préparé. Ils ont géographie, non? Non, en porte ouverte à un autre lycée. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben on les attend pas. Allez, on continue sans eux. 5 personnes. Donc on va essayer de remettre ça un petit Tu veux que je peu le dans cherche le contexte, toutes ces activités électriques. En particulier, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir un schéma sympathique pour le message nerveux, quelque chose d'un peu réaliste, parce que pour le moment, c'est l'expérimentateur qui envoie un coup d'électricité à un petit morceau d'axone, on n'est pas dans la situation réelle. Donc on va essayer de voir justement comment est-ce qu'un neurone va émettre un message quand il reçoit un stimulus. Donc on va aller du stimulus jusqu'à la synapse, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc généralement, pour un neurone, le point de réception du stimulus, c'est des terminaisons sensorielles, donc ce qu'on a appelé des dendrites. Et les neurones sensoriels sont sensibles à des sinus particuliers. Donc il y a sur ces extrémités sensorielles, sur certains neurones, il y a des canaux sensibles à la température. Sur d'autres, il y a des canaux sensibles au toucher. Sur d'autres, il va y avoir au contraire d'autres types de canaux sensibles à différents stimulus. Donc chaque neurone va répondre à un type de stimulus en fonction des canaux qui sont sur ces dendrites. Donc nous, on va prendre un cas particulier parce que ça va nous être utile pour le contrôle de la circulation. On va prendre ce qu'on appelle le sinus carotidien. Donc les carotides, c'est les artères qui vont à la tête. Donc vous avez les carotides vers l'avant et puis il y en a vers l'arrière. Donc on va s'intéresser à la ramification avant. Et puis si vous mettez les doigts ici, là où généralement on prend le pouls, ici on arrive très facilement à sentir la pression. Alors mais mettez pas le pouce, sinon vous allez sentir le pouls sur le pouce. C'est pour ça qu'on prend toujours le pouls avec ces deux doigts-là. On sent très facilement la pression. Donc là on a une zone sur ces artères, qui est en fait la zone où le corps mesure la pression artérielle qui va aller dans la tête. Et le contrôle de la pression artérielle, c'est avant tout le contrôle de la pression dans la tête. Et donc on va essayer de voir comment est-ce que les neurones arrivent à percevoir la pression artérielle à partir de cette partie des vaisseaux sanguins, des artères qui vont à la tête.
Donc c'est une zone particulière, on l'appelle le sinus carotidien. Donc là on a la aorte. La carotide qui va se ramifier en carotide interne et carotide externe. Aller alimenter l'avant de la tête, l'arrière de la tête, bon ça c'est des histoires de médecins, on s'en occupe pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste avant une petite zone renflée. Et c'est ce secteur-là qu'on appelle le sinus carotidien. Donc le sang qui sort du cœur passe dans l'aorte et puis il va bien sûr aller à la tête. Il va passer par les carotides. Et ce qu'on va montrer, c'est que lors du passage dans les carotides, il y a une mesure de la pression du sang, qu'on appelle la pression artérielle. Puisque c'est la pression dans les artères qui est mesurée, pas la pression dans les veines. Étage et interne, c'est là où ça va. Carotide interne, carotide externe, c'est juste avant la ramification. On ne s'occupe pas des petits détails, où va la carotide interne, où va la carotide externe. C'est que ces carotides, elles se ramifient et puis après, ça va alimenter toute la tête, et en particulier le cerveau. Donc ce qu'on veut montrer pour le message nerveux, c'est qu'il y a des neurones qui sont capables de percevoir un stimulus. Là, on a choisi un stimulus qui n'est pas externe à l'organisme, comme la vue, l'odorat, etc., parce que c'est plus compliqué. On a choisi un stimulus qui est interne à l'organisme, qui est la pression artérielle. J'ai pas bien compris ce que c'était une carotide. Les carotides, c'est les artères que vous avez ici. Ok. C'est pour ça qu'il ne faut pas se blesser le cou. Hein. Si vous coupez ici une carotide, quand on est juste à la sortie, on a une forte pression et c'est l'alimentation vers le cerveau. Et c'est pour ça aussi que quelle que soit votre activité physique, attention si vous faites du judo, on ne presse jamais ici les sinus carotidiens. Parce qu'on va voir que si on presse au-dessus ou en dessous des sinus carotidiens, on déclenche un contrôle de la pression artérielle qui peut amener à la syncope. Donc c'est pour ça qu'il y avait toutes les prises de judo avec des étranglements sanguins, etc., qui sont désormais interdits. Donc ici, chez l'animal, on voit justement la carotide connue, celle qui part de la horte. Donc on en a une à droite, une à gauche, et puis qui vient se ramifier. La carotide interne qui va être le long de la trachée, et la carotide externe qui va plus vers l'extérieur du cou. Et le sinus carotidien, il est ici. Et donc ici, on se dit, est-ce que ce site est vraiment un site de perception de la pression artérielle? Donc pour ça, on va mesurer la pression artérielle. Alors, les médecins ne sont pas modernes. Ils mesurent en millimètres de mercure, parce qu'il est vrai qu'au 19e siècle, on avait un manomètre avec du mercure. Maintenant, il n'y a plus de mercure, mais ils ne sont pas encore prêts à passer en pascal. Donc c'est marqué centimètres de mercure, mais évidemment, il n'y a plus de mercure actuellement. Donc sur des figures un petit peu plus modernes, vous verrez, j'ai mis la conversion des centimètres de mercure, donc des millimètres de mercure en pascal, ce qui est une unité un petit peu plus moderne. Donc ce qu'on veut d'abord prouver, c'est que ces sinus carotidiens sont bien un site de perception de la pression artérielle. Donc ce qu'on fait, c'est que si c'est l'endroit où il est émis des potentiels d'action en perception de cette pression artérielle, eh bien je dois pouvoir perturber la pression artérielle en déclenchant justement une activité électrique. Donc on essaye en dessous, là, on fait une stimulation électrique, vous voyez, ça fait un petit quelque chose sur la pression artérielle, mais pas grand-chose. Sur la carotide externe, il ne se passe pas grand-chose aussi. Par contre, quand je viens dans ce secteur-là, sur la carotide interne, là au contraire, si je déclenche une activité électrique artificiellement dans les neurones en faisant une stimulation, j'induis une chute de la pression artérielle. Donc ce secteur est bien un secteur de perception de la pression artérielle. Reste à savoir comment.
Donc ce qu'on a fait, donc là on était intervenu de façon artificielle, on va essayer de rester dans les conditions naturelles. Donc pour ça on repère que partant justement de cette zone à proximité de la carotide interne, il y a un nerf qui passe. Et donc on va enregistrer ce nerf. Alors le problème c'est qu'un nerf c'est une série d'axones, on est chez les vertébrés, ils sont extrêmement fins, ils sont en dessous d'un micromètre, vous ne pouvez pas y glisser la moindre électrode. Donc on va utiliser une astuce, et ben on va rester à l'extérieur. Puisqu'on ne peut pas glisser d'électrode dedans. Donc dans un nerf, vous avez une couche de conjonctif à l'extérieur. Et puis vous avez les multiples axones. Un nerf, c'est juste ça en fait. Un nerf, c'est une série d'axones. Et donc le tout s'appelle un nerf. Pas moyen de descendre une électrode là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une électrode à proximité et on met une grosse boule avec une très très forte résistance de façon à pouvoir enregistrer uniquement les axones les plus proches de l'électrode. Donc ça ne va pas faire le bel enregistrement que l'on connaît, où on rentre à l'intérieur de la cellule, on a un potentiel de repos, on voit la dépolarisation, etc. Nous, ce qu'on va voir, c'est le résultat de l'activité électrique de l'axone le plus proche. Donc c'est beaucoup moins joli, et généralement ça fait juste cet aspect-là, un trait. C'est parce que je ne suis pas en train de mesurer ce qui se passe entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, je suis à proximité, et je n'en vois que les conséquences à proximité immédiate. Donc c'est pas aussi joli, mais ça nous permet quand même de savoir que la cellule la plus proche, enfin l'axone le plus proche, a émis un potentiel d'action. Donc on tâtonne un peu parce que sur ce nerf, il faut trouver la bonne position. Mais ensuite, on va essayer de se mettre près des axones qui codent justement la pression artérielle. C'est quoi le R? Résistance, une très très forte résistance. On met une petite boule d'argent à l'extrémité pour avoir une très forte résistance. Moi, je suis pas compris en fait, on essaie de. Je comprends pas le lien avec ce qu'on a fait avant. Ben, nous, ce qu'on aimerait, jusqu'ici, on a fait apparaître des messages nerveux de façon artificielle. Maintenant, on veut les naturels. Donc, plus question de stimuler quoi que ce soit. On veut laisser évoluer la pression artérielle. Ben, ça, c'est normal. Hein. Quand vous avez un battement cardiaque, la pression augmente. Entre deux battements, elle diminue. Donc, la pression artérielle fluctue naturellement, on ne touche à rien. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer des neurones qui sont capables de répondre à ces variations de pression artérielle qu'il y a au cours de tous les cycles cardiaques? Donc, le problème, c'est que vous ne pouvez pas descendre l'électrode dedans, on se met à côté et on va mesurer donc l'existence d'un potentiel d'action, mais on est en extracellulaire. Et ici, on a fait varier artificiellement chez l'animal la pression artérielle moyenne. Donc quand on est sur des valeurs qui sont des valeurs assez proches des situations physiologiques, ce qu'on voit, c'est que quand la pression artérielle augmente, on a apparition d'une série de potentiels d'action, et puis ça s'arrête. Donc ça c'est le message nerveux. Le message nerveux, c'est pas un potentiel d'action. Ce qui est codé, c'est l'augmentation de la pression artérielle, et c'est codé par une série de potentiels d'action. Et la chose importante, hein, on le voit ici, c'est la fréquence de cette série de potentiels d'action. Plus vous augmentez la pression artérielle moyenne, plus la fréquence des potentiels d'action augmente. On a aussi un petit effet sur la durée. Visiblement, la durée des potentiels d'action ici est aussi quelque chose qui est relativement important. Et donc, souvent, la durée du stimulus, il est codé comme ça, par le début d'une série de potentiels d'action, une fréquence donnée, et puis l'arrêt des potentiels d'action. Et donc, c'est ce motif-là qui est le message nerveux. Ne dessinez jamais un potentiel d'action, dessinez bien toujours une série de potentiels d'action. On veut prouver que c'est la fréquence qui code la pression artérielle moyenne. Donc, si c'est ça, on doit pouvoir faire une corrélation. Donc, on a mis ici la pression artérielle moyenne et on met ici la fréquence des potentiels d'action. Et si c'est vrai que la fréquence des potentiels d'action dans ce nerf code vraiment la pression artérielle moyenne, je dois trouver une relation entre les deux. Et effectivement, pour une bonne part, j'ai une relation linéaire. Plus la pression artérielle augmente et plus la fréquence des potentiels d'action augmente. Donc on voit que dans une certaine limite, effectivement, le neurone est tout à fait capable de coder la pression artérielle moyenne en augmentant la fréquence des potentiels d'action. Mais que si on passe sous un certain seuil, il n'y a rien, donc forcément on ne peut plus coder. Et au contraire, si on est sur
des pressions artérielles très très fortes, et bien à ce moment-là, on va être déjà à la fréquence maximum, celle qui est induite par l'inactivation des canaux. Le temps que l'inactivation des canaux s'en aille, ben ça c'est fixe, donc c'est la distance maximum, la distance minimum entre deux potentiels d'action, on arrive à la fréquence maximum. Donc oui, on peut coder, mais on peut arriver à saturation. Ce qu'on constate, c'est que chez les animaux, chez qui on a fait de façon artificielle une hypertension chronique, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à la pression artérielle moyenne standard, qui est un petit peu en dessous de 100 mm de mercure, leur pression moyenne est bien au-dessus. Et bien ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, les neurones changent leur mode de fonctionnement. Ils font ce qu'on va appeler une adaptation physiologique. Ce n'est pas une adaptation au sens de l'évolution, hein, il n'y a pas de reproduction ou quoi que ce soit. C'est directement l'organisme qui change son fonctionnement. Et là, c'est le neurone direct qui change son fonctionnement. La courbe de réponse, de codage, elle se décale. Ce qui fait qu'il va pouvoir à nouveau coder les pressions artérielles fortes parce qu'il n'est plus à la fréquence maximum pour cette pression artérielle. Donc les neurones sont capables de s'adapter. Ça, on le retrouve en fait aussi chez les êtres humains en cas de pathologie. Et si on a une hypertension, eh bien, les neurones vont se décaler, ce qui va permettre de recoder dans les fréquences maximum. Et au contraire, il y a des personnes qui souffrent d'une hypotension chronique, et à ce moment-là, la courbe des fréquences se décale aussi de l'autre côté, ce qui va permettre de pouvoir coder les fréquences faibles, qui sinon ne pourraient pas être codées. Donc les neurones sont capables d'adapter leur codage à la valeur moyenne du stimulus habituellement rencontré. Je n'ai pas compris, c'est la fréquence du potentiel d'action qui code la pression artérielle ou c'est Oui. l'inverse? Oui, puisque quand vous augmentez ici de façon artificielle chez l'animal la pression artérielle, vous augmentez la fréquence. Donc la fréquence code la valeur de la pression artérielle. Donc, c'est-à-dire qu'on a une pression artérielle et derrière ça fait une fréquence de... C'est interprété par le neurone sous forme d'une série de potentiels d'action. Et donc on a l'information de la valeur de la pression artérielle par la fréquence des potentiels d'action. Donc désormais c'est recodé sous forme d'un message nerveux. Comment ça remplace l'adaptation? L'adaptation physiologique, ça va être le seuil d'activation des canaux. Et ça, il y a des systèmes de contrôle des canaux qui vont déclencher cette activité. On ne l'étudiera pas en détail, hein, mais il y a des canaux qui peuvent être phosphorylés, déphosphorylés, qui donc vont répondre plus facilement ou moins facilement au stimulus. Quand il s'adapte, du coup, il se décale en augmentant la fréquence ou en diminuant la fréquence? Tout dépend si la pathologie est une hypertension chronique ou une hypotension chronique. Donc les deux cas existent. En cas d'hypertension, elle va se décaler dans ce sens-là. En cas d'hypotension, elle va se décaler dans l'autre sens. Donc ça va permettre aux neurones sensoriels de continuer à coder et de ne pas être dans la gamme où ils ne peuvent plus coder les variations. Alors, à bien garder dans un coin, l'adaptation physiologique, parce que vous avez des sujets là-dessus. Que fait l'organisme en cas d'adaptation physiologique? Vous allez pouvoir montrer que cet organisme, il change son fonctionnement sans changer quoi que ce soit d'autre, hein, c'est instantané, il change simplement son fonctionnement. J'ai envie de dire c'est instantané, mais du coup, si c'était juste sur une courte période, ça modifie quand même le fonctionnement pour après revenir à la Alors normale. c'est quelque chose qui apparaît au bout de quelques jours, mais très faiblement, et puis si ça se maintient, on le voit se décaler au fur et à mesure. Bonjour. Mais du coup, C'est quoi? peut-être qu'il y a une adaptation d'une hypotension ou d'une hypertension, c'est un problème pour elle. Ah mais c'est autre chose, le neurone, il ne fait que mesurer. C'est juste une mesure. Quand vous avez mesuré la température, que le thermomètre soit précis ne change rien à la fièvre. Hein. C'est juste que si vous avez un thermomètre qui sature à 40 et que vous voulez mesurer une fièvre à 41, ça ne marche pas, donc vous allez prendre un autre thermomètre. Mais là en fait c'est le thermomètre lui-même qui se réadapte et qui permet d'aller mesurer un peu plus loin. Mais ça ne va pas empêcher les vaisseaux dilatés sous l'effet de l'hypertension. Alors, essayons de voir concrètement où se trouvent les neurones qui sont capables de mesurer la pression artérielle. Bien sûr, puisqu'ils sont sur une carotide, on va aller chercher ici, dans la paroi de cette artère, pour essayer de voir où arrivent les terminaisons nerveuses
dans la paroi de cette artère. Donc ici vous avez deux images, donc la structure de la carotide quand on n'est pas dans le sinus, donc en dessous ou au-dessus, hein, les endroits qui ne répondaient pas tout à l'heure dans l'expérience. Et puis quand on est dans le sinus carotidien, et là vous retrouvez ce qu'on a vu en TP, les fibres élastiques. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de fibres élastiques dans la zone du sinus carotidien que dans la zone où il n'y en a pas. Alors ça pourrait être juste le hasard, mais on a fait des expériences qu'on appelle expériences de blindage. C'est-à-dire qu'autour du sinus carotidien, on a mis une coque dure, ce qui fait que le sinus ne peut pas augmenter de diamètre, et à ce moment-là, il n'y a plus de perception de la pression artérielle. Donc effectivement, c'est bien la déformation du sinus carotidien qui est l'élément de mesure de la pression artérielle. Et donc, l'élasticité est quelque chose qui va intervenir dans ce processus. D'où le problème hein, quand les artères commencent à durcir. Si ça touche les carotides, c'est un gros problème parce que quand ça va atteindre les sinus carotidiens, la perception de la pression artérielle ne va plus être bonne et donc la pression artérielle va être mal régulée. C'est pour ça que généralement on intervient avant que ça remonte jusqu'au sinus carotidien. Donc ça c'est bien joli, mais nous ce qu'on veut c'est un neurone capable de mesurer la pression artérielle. Donc dans ce secteur-là, on a fait des mesures de fluorescence, en particulier dans cette portion, et vous voyez que les terminaisons neuronales, elles arrivent bien, elles sont bien dans la paroi de la cellule, de la paroi de l'artère, hein, donc la paroi du sinus. Donc on a un neurone dont les terminaisons finissent dans la paroi des sinus carotidiens. Et donc si on ne met pas artificiellement une coque dure, le paroi des sinus carotidiens va se déformer quand la pression augmente et elle va reprendre sa forme puisqu'elle est élastique quand la pression diminue. Et donc les terminaisons neuronales, pareil, elles vont subir la déformation que subit la paroi des sinus carotidiens. Et donc on va essayer de le prouver qu'en fait le stimulus n'est pas en réalité la pression artérielle, que le vrai stimulus c'est l'étirement des sinus carotidiens. Pour ça, ce qu'ils sont allés faire avec des micro-pinces, ils sont allés eux-mêmes étirer les sinus carotidiens, indépendamment de la pression, des variations de pression artérielle dues au cœur. Donc là, c'est artificiel, hein, c'est eux qui, avec des pinces, tirent sur les sinus carotidiens. Et à ce moment-là, ils arrivent à faire changer la fréquence des potentiels d'action des neurones qui arrivent, dont les terminaisons arrivent sur les sinus carotidiens. Donc ça veut dire que ce que mesurent vraiment ces neurones, ce n'est pas la pression artérielle. Ce qui mesure, c'est le fait que la pression artérielle va dilater le sinus carotidien et qu'en faisant ça, ça étire la paroi du sinus. Et donc c'est l'étirement des terminaisons nerveuses qui est le vrai stimulus pour le neurone. Donc on voit que c'est assez indirect. Hein. Le neurone mesure en fait l'étirement de ces terminaisons, mais grâce à ça, ça va bien être une mesure de la pression artérielle parce qu'à cet endroit-là, les parois des artères permettent justement à l'artère de se dilater chaque fois que la pression augmente. Alors qu'on verra qu'ailleurs dans le corps, les artères résistent à la pression artérielle. Alors ici, ils sont allés un petit peu plus loin, puisque c'est intéressant hein, qu'il y ait des neurones pour venir mesurer la pression artérielle, mais ce qu'on voudrait prouver, c'est que ces neurones, ils déclenchent bien le contrôle de la pression artérielle. Donc on fait ce qu'on appelle de l'optogénétique, c'est-à-dire que l'on va transformer des souris, donc ce sont des souris transgéniques, hein, des mutants optogénétiques, et quand c'est opto, ça veut dire qu'on va utiliser de la lumière. Alors généralement pas de la lumière blanche, parce que ça ne va pas être pratique. On va choisir des canaux qui vont être sensibles à un éclairage donné, et puis on va jouer, on va activer le canal en allumant cet éclairage ou pas. Donc ici, on a choisi de modifier un canal particulier, qui est un canal sensible normalement à la pression, le canal piezo, et on va remplacer ce canal par un canal de bactéries ouvert par la lumière. Donc la souris, en fait, doublement mutante, elle n'a pas le canal qui normalement est sensible à la pression, mais elle a un canal ouvert par la lumière qui est un canal bactérien. C'est pas du tout normal. Ce qui fait que quand on va l'éclairer avec du bleu, on va déclencher l'activité électrique de ce neurone. Donc en fait, tout va se passer comme, pour ce neurone comme s'il y avait un vrai stimulus, puisqu'il va avoir une activité électrique.
Donc on éclaire. Qu'est-ce qui se passe chez un mutant quand on éclaire à côté? Bah, pas grand-chose, parce que justement on éclaire à côté. Mais quand on éclaire bien sur le sinus carotidien, sur cette souris qui a un canal bactérien ouvert par la lumière, eh bien on voit que la pression artérielle se met à chuter. Donc quand on a activé de façon artificielle les canaux des neurones qui sont connectés au sinus carotidien, on arrive à faire chuter la pression artérielle. Donc ça veut dire que ce neurone, il perçoit la lumière, il perçoit la pression artérielle, mais il est connecté à toute une boucle qui agit sur la pression artérielle. Donc il y a une boucle de régulation de la pression artérielle qui va partir de ces capteurs et qui finalement va rétroagir sur la pression artérielle. Et on peut voir quelle est la cible de cette rétroaction, puisqu'en fait ce qui change, c'est la fréquence cardiaque. C'est des canaux de quoi qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors justement, l'étape suivante, c'est là on fait quelque chose d'artificiel, on met un canal de bactéries, c'est pas normal. Dans les conditions normales, quand on étire une artère, bah, quel est le canal qui va justement permettre de faire entrer des ions en réponse à cet étirement? Parce que ici, hein, c'est artificiel, c'est de la bactérie. La boucle qui fait entrer les canaux piezo et la pression. Alors là, pour le moment, nous n'avons que le neurone qui détecte la pression artérielle, mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, cette information finit par arriver au cœur. Mais nous sommes juste au point de départ, il nous manque tout le chemin qui va arriver au cœur. Mais j'ai du mal à voir parce que là on a du coup dit que des neurones percevaient le message, mais précédemment on avait dit que les neurones, c'est eux qui aussi transmettent les messages de par l'activité électrique et puis chimique. Donc est-ce que c'est les mêmes neurones qui transmettent le message et qui le reçoivent? Mais bien sûr. Il faut qu'ils perçoivent une information et qu'ils transmettent cette information. Donc nous on a vu la deuxième partie, à partir du moment où l'information est dans le neurone, comment elle va traverser l'axone. Mais il nous manque comment il reçoit le stimulus, on est en train de le faire. Ah donc c'est ça. Et puis il va nous manquer comment il le transmet à quelqu'un d'autre, ce qui fait que finalement il peut agir, avoir une action quelque part dans le cœur. On avait bien dit au début que c'est un neurone qui va ensuite envoyer le neurone à un autre. Il y aura un neurone qui va recevoir le message et qui ensuite les répartit. Alors non, chaque neurone sensoriel perçoit un type de stimulus, traite ce stimulus et agit sur d'autres neurones ou agit sur des cellules cibles. Et donc nous on va essayer de construire un modèle où on va partir de la perception de la pression artérielle et où on va finir sur le cœur. Mais on n'y arrivera pas avec un seul neurone, il va nous en falloir deux. Minimum. Mais n'allons pas trop vite. Restons sur la perception de la pression artérielle. Donc, toujours dans les sinus carotidiens. Donc là, on a fait un truc totalement artificiel. On a mis une protéine de bactérie, on l'a éclairée avec de la lumière et on a pu avoir une activité électrique. Bon, c'est bien gentil, mais en vrai, tout ce qu'on sait, c'est que c'est la paroi de l'artère qui s'étire. Donc, il ne faut pas un canal sensible à la pression, il nous faut un canal sensible à l'étirement. Puisque c'est en étirant la paroi de l'artère que l'on arrive à déclencher un signal électrique. Donc les canaux sensibles à l'étirement ont été découverts. C'est relativement récent, hein, c'est le prix Nobel 2021 seulement. Alors il l'avait découvert 13 ans plus tôt, mais c'est quand même dans les choses relativement récentes. Parce que longtemps les gens ont dit non. Un canal, c'est sensible à la dépolarisation, c'est sensible au ligand, point final. Des canaux sensibles à la pression, ça n'existe pas. Bon bah si, en fait les canaux sensibles à la pression, ça existe. Donc ces canaux, on les a appelés canaux piezo. Vous connaissez peut-être les systèmes piezoélectriques, quand vous appuyez dessus, ça déclenche une étincelle. Il y a beaucoup de briquets comme ça. Ben là, quand on appuie dessus, ça ne va pas déclencher une étincelle, mais ça va déclencher une activité électrique. Donc ils ont réussi à les cloner. Donc ici, pour comprendre comment ils fonctionnent, on a pris des canaux clonés chez deux organismes tout à fait différents, la souris et la drosophile, et on va faire des chimères pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, parce que comme ils n'ont pas du tout la même conductance, on pourra essayer de voir si, en prenant telle partie de la molécule et en transférant dans l'autre espèce, est-ce qu'on transfère la conductance? Auquel cas, bah oui, du coup, on aura bien trouvé le pont. Donc on a cette structure, donc tout un tas d'hélices transmembranaires. Vous voyez que par rapport au canaux du potentiel d'action, on a beaucoup plus. Et puis du côté C-terminal, deux hélices encore. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en morceaux
le canal de drosophile et le canal de souris. Et puis on va faire des chimères pour essayer de voir quelles sont les propriétés de ces différentes chimères. Donc ce qui est noté M, c'est la souris, figuré blanc. D, c'est la drosophile, en vert. Et puis ici vous avez les mutants. Donc ça correspond soit aux hélices périphériques, soit aux différentes parties de la zone centrale. Et vous avez ici la conductance, donc celle qu'on attend chez la souris, très élevée, celle qu'on attend chez la drosophile, très faible, et celle que l'on voit chez les chimères. À vous de conclure qui fait quoi, en particulier, où est le port dans cette protéine. Alors, est-ce que le port est dans les hélices périphériques ou dans la zone centrale? Est-ce que c'est dans la zone centrale? Parce que. Dans la zone centrale? Mais pourquoi? Parce que chez Piezo 1, on voit ça marche bien. C'est que de la souris. Et pour la chimère 2, la seule chose qui change, c'est pour CED, qui est dans la zone centrale. C'est de la drosophile et du coup, ça marche pas. Alors, ça marche pas. Est-ce qu'on pourrait rédiger ça de façon un peu plus précise? Tu as l'idée. Maintenant, comment tu peux mieux le formuler? Il n'y a pas la conductance attendue chez la chimère 2. Et Alors, on la voit conductance de qui? Tu attends celle de la drosophile ou celle de la souris? la souris. Et la seule différence dans les séquences, c'est au niveau de la zone centrale, plus précisément CED. Et donc, tu en conclus? Que c'est dans la zone centrale des canaux de souris que ça se passe. Mais quoi, puisqu'on mesure de la conductance? Donc ça, c'est quoi? C'est le passage. Non, j'ai peur de dire des bêtises. Le passage, c'est le phénomène, mais les lésions, ils passent où? Ça s'appelle comment la zone où les lésions passent dans un canal? L'intérieur du canal. L'intérieur du canal. Un petit peu vague, on n'aurait pas... Ah, le un peu port. plus- Le port, merci. Je sais pas si La conductance, ça mesure la capacité des ions à passer à travers le port. Donc si vous transférez la conductance d'une espèce à une autre espèce, c'est qu'en fait, vous avez pris la portion du port d'une espèce et que vous l'avez mis dans une autre. Or, c'est exactement ce qu'on voit là. Ce que disait Nora, c'est que si vous comparez ici la souris à la chimère 2, en fait, on a toute souris sauf la zone CED. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On a transféré la conductivité de drosophile à la chimère 2 en mettant seulement la zone CED. Donc, forcément, le port, il est dans la zone CED. Donc ça, c'est des expériences qu'on voit assez souvent. Hein. Vous avez l'air de pas trop être à l'aise avec, donc essayez de bien comprendre la technique. On prend deux protéines qui diffèrent par une propriété. Et après, on fait des chimères pour savoir quelle est la part de cette protéine qui est porteuse de la propriété. Donc là, on regarde bien ce qui est mesuré. Ce qui est mesuré, ce n'est pas la sensibilité à la pression, c'est la conductance. Donc ça va pouvoir nous permettre d'identifier le port. Et donc on est sûr que le port, c'est très mal dessiné. Le port, en fait, c'est la portion qui est entre les deux dernières hélices. Et donc, il faudrait au contraire le dessiner vers le centre, à travers les lipides. On a
finalement le même système que dans les canaux dépendants du voltage entre les hélices 5 et 6. C'était bien la connexion entre les hélices 5 et 6 qui était responsable du port et qui est souvent très mal dessinée comme ici et qu'il faudrait au contraire faire revenir à l'intérieur à travers les hélices. Donc là on est content, on a trouvé le port. Bon bah c'était pas la chose intéressante quand même pour ce canal. La résolution pour ce canal c'est qu'il est sensible à la pression, pas qu'il a un port. Est-ce que vous pouvez faire le schéma atomique ou pas? Ici, tu as en blanc tout ce qui est la souris. Ici, tu as en vert tout ce qui est la drosophile. Donc cette chimère-là a cette portion de drosophile, tout le reste en souris. Or, si tu regardes, elle a la propriété de conductance, donc elle a le port de la drosophile. Donc forcément, ça c'est le port. C'était juste par rapport en fait à la zone centrale, parce que vous avez dit que c'était mal dessiné. Oui, ici, ça veut dire qu'il faut le faire revenir dedans, puisque forcément, un port traverse les lipides. On ne peut pas faire un port à l'extérieur de la membrane, ça n'a pas de sens. Et il était dessiné comme ça avant qu'on ait identifié le port. Donc ce qui est intéressant, ce qui est révolutionnaire dans ce canal, c'est qu'il faut montrer que ce canal, il est ouvert par l'étirement. Il a un port, ok, il faut montrer qu'il est capable d'être ouvert par l'étirement. Et donc on a refait le même genre d'études. On prend un canal qui est sensible à l'étirement, un canal qui est tout à fait insensible à l'étirement et qui est au contraire, lui, responsable d'une sensibilité à l'acide, donc rien à voir, et puis on fait une chimère. Et on voit quelle est la partie de la protéine qu'il faut transférer pour que ce canal, qui normalement n'est pas du tout sensible à l'étirement, hein, on voit bien, il ne répond pas à l'étirement, pour que la chimère devienne sensible à l'étirement. Et comme ça, on va pouvoir identifier quelle est la zone qui est responsable. Et cette fois-ci, si vous mettez la zone centrale, il ne se passe rien, vous allez obtenir ça. Si vous mettez au contraire toute la série d'hélices externes, donc entre les acides aminés 1 à 2190, eh bien on obtient un canal qui est sensible à l'étirement, puisqu'il laisse passer les ions quand on étire la membrane. Donc on a une relation structure-fonction. Toutes les hélices du côté N-terminal, elles sont sensibles à l'étirement, et la zone centrale, c'est le port. Restait plus qu'à construire un modèle dans lequel on va pouvoir expliquer comment l'ensemble de ces éléments peut être sensible à l'étirement. Alors comme c'était compliqué à expliquer et que l'inventeur, il en avait marre qu'on ne comprenne pas, il a décidé de se le faire tatouer sur le bras, donc c'était plus facile à comprendre comme ça. Donc avec une sous-unité d'un côté, une sous-unité de l'autre. Quand la membrane n'est pas étirée, le port ici est fermé parce que les sous-unités sont proches. Et quand la membrane est étirée, ça crée un espace et donc il y a possibilité pour les ions de passer. Ce qu'on peut faire aussi en modélisation, ça va peut-être plus vous parler comme ça. Donc là, pas d'étirement. On est à l'état fermé, hein, il n'y a absolument rien qui passe. Les hélices sont là et puis on a l'extension à l'extérieur. Ensuite, il fait une traction sur la membrane. On a ce changement de conformation et désormais le port qui est ouvert. Et donc c'est vraiment la traction sur la membrane qui va faire remonter toutes ces hélices et qui va pouvoir faire le changement de conformation. Donc on a bien un canal qui est sensible à l'étirement. Mais vous pouvez le dessiner simplement comme ça. Et donc ça va nous permettre de construire la première étape du modèle. Je peux le faire dans l'autre sens que je suis là. Donc on est dans la carotide, la paroi de la carotide. Aux extrémités des dendrites du neurone. Non, de celui qui arrive ici. On n'a parlé que de lui pour le moment. Des ions sodium. Mais justement, on va le dessiner. Donc on est dans la média. On va faire quelques cellules musculaires pour s'en souvenir.
sensoriel augmente, le stimulus, c'est la variation de diamètre du sinus carotidien. Et qui, bien sûr, reprend ensuite, comme il est élastique, il va reprendre ensuite sa forme initiale. Donc on va rajouter aussi quelques protéines élastiques pour bien expliquer pourquoi il reprend sa forme initiale. Donc il se dilate, il reprend sa forme chaque fois qu'il y a augmentation de pression, parce qu'il y a expulsion de sang par le cœur, et puis ensuite il reprend sa forme initiale. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les neurones capables de percevoir ça. Pour qu'ils puissent le percevoir, c'est qu'ils ont des terminaisons qui viennent dans cette médiane. C'est ce qu'on appelle des dendrites. Et pour que ça fonctionne, il faut que sur ces terminaisons, alors on ne va pas du tout dessiner à l'échelle, hein, on y renonce d'emblée. Il y a un canal piezo sensible à l'énergie. Donc quand la carotide s'étire, le canal aussi s'étire et il permet une entrée de sodium. Et c'est un peu particulier chez ces neurones sensoriels. Ce ne sera pas généralisable à tous les neurones. Il y a juste à côté des canaux du potentiel d'action. Et donc, si l'étirement est suffisant, cette entrée de sodium, elle va être au-dessus du seuil et elle va déclencher une série de potentiels d'action. Un seul. Qui sont le message nerveux. Et comme toujours, on a un fonctionnement probabiliste des canaux. C'est-à-dire que s'il y a un petit étirement, la probabilité d'ouverture des canaux est faible. Il y a très peu de canaux qui s'ouvrent. Et donc, on va dépasser le seuil d'émission des potentiels d'action pendant un temps très très bref. Donc, ça ne va émettre que très très peu de potentiel d'action. Et puis, si au contraire, on a un plus grand étirement, plus de canaux sont ouverts, on va être au-dessus du seuil pendant bien plus longtemps et on aura beaucoup plus de potentiel d'action qui vont être émis. Donc, c'est l'enregistrement que l'on a fait. Donc, on a mesuré l'activité électrique extracellulaire. Au cours du temps. Comme c'est extracellulaire, ça ne fait pas des jolis potentiels d'action, mais on avait noté quelque chose comme ça, des séries de potentiels d'action très proches, quelques-uns plus éloignés, et puis un signal de fin. Et donc c'est ça le message nerveux. C'est pas un potentiel d'action, c'est cette série de potentiels d'action qui en fait traduit pendant combien de temps est-ce qu'on a été au-dessus du seuil d'émission des potentiels d'action. Et on va avoir un codage. Ce qui est important, c'est la fréquence de ces potentiels d'action, ceux du début, parce que la fréquence de ces potentiels d'action est déterminée par la quantité de sodium qui rentre dans les terminaisons. Et donc, va être déterminée par l'intensité du stimulus, c'est l'étirement. Plus l'étirement est important, plus il y a de canaux qui sont ouverts, plus il y a de sodium et plus les potentiels d'action sont fréquents. Et puis ensuite, comme on a vu, dès que vous avez des canaux
du potentiel d'action, ben, le message il se transporte sans perte. Donc à ce moment-là, il sera avec plein d'autres axones et il va constituer un nerf. Et comme tous les autres axones sont des axones sensoriels, on parle de nerfs sensoriels. Il transmet des informations. Il a été découvert par Hering, donc on peut lui donner son nom. Jusqu'à aller au corps cellulaire. Donc vous voyez que par rapport au modèle classique, hein, ce qui n'est pas très classique ici, c'est que les dendrites sont très 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 longs, tout simplement parce que les corps cellulaires sont éloignés et sont vraiment à la base du crâne. Ils ont de la myéline ou pas, les axones? Et ils en ont. Heureusement. Vous avez 70 battements par minute. C'est codé à chaque battement. Imaginez ça sur myéline. Bah, vous n'auriez pas l'info. Hein. Ça circulerait beaucoup, beaucoup trop lentement. Donc là, la particularité de ces dendrites, c'est qu'ils sont. Alors, je ne vais pas dessiner en détail, hein, je vais dessiner vraiment grossier. Ils sont recouverts d'une gaine de myéline. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas dessiner les canaux du potentiel d'action n'importe où, je les dessine sur les deux dendrites. Fermés, puisque le potentiel d'action n'est pas encore arrivé. On le dessine simplement, hein, on ne va pas s'embêter. Mais du coup, là, c'est pas viable si par la myéline à cet endroit-là, les axones. Si. Si il n'y a plus de myéline à ces endroits-là, c'est pas viable. Alors ça veut dire que les informations vont arriver beaucoup trop tard, et en fait le contrôle de la pression artérielle est complètement perturbé. Mais généralement, pour qu'on en arrive à une démyélinisation là, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de fonctions perdues avant. La myélinisation des neurones périphériques par les cellules de Schwann est moins sujet à la démyélisation dans la sclérose en plaques, c'est plutôt le phénomène central. C'est quoi sur le schéma, les traits rouges et après les rouges, c'est la... Ben, c'est parce que cette carotide, elle s'étend et elle reprend sa forme à chaque fois. Et c'est l'uniculaire, c'est ce qui constitue la carotide, c'est à l'extérieur. Rappelez-vous les TP, c'est la paroi d'une artère, ça. Donc on a un tibia, médial, donc etc. Est-ce que c'est entre guillemets, le nerf ici, c'est le nerf le plus performant chez le corps ou pas? Performant, c'est quoi performant? C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir l'information le plus possible. Non, plus particulièrement, on est dans les nerfs sensoriels relativement standards. Donc là, on a un cas particulier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir généraliser à tous les systèmes sensoriels? Tous les systèmes sensoriels, il y a un moyen de détection du stimulus. Et vous voyez que ça dépend de l'équipement protéique qu'il y a à l'extrémité du neurone. Là, on a des canaux sensibles à l'étirement, donc il ne peut percevoir que quelque chose lié à l'étirement. Pour percevoir un autre type d'information, il faut avoir d'autres protéines. Donc chaque neurone est spécialisé, chaque neurone sensoriel. Il ne peut percevoir qu'un type de stimuli sensoriel parce que ça dépend de son équipement. Alors dans le cas des sens externes, la vue, le goût, l'odorat, etc., c'est encore plus compliqué, on va dire. Il y a une cellule sensorielle avant le neurone et c'est elle qui perçoit les photons, qui perçoit le goût, etc., et qui va le transmettre au neurone. Donc il y a un intermédiaire supplémentaire quand il s'agit de percevoir le monde extérieur. Moi, j'ai pas très bien compris la notion de fréquence dans le message. Est-ce que c'est la fréquence entre les différents potentiels d'action regroupés ou ça change le fait qu'il y en ait 10 d'un coup, puis 3, puis 2? Enfin, c'est quoi la fréquence du premier motif? Ça, c'est juste le signal de fin. Ça veut dire le message est terminé. Et fréquence du premier motif, c'est le fait que ce soit un court temps C'est entre le nombre chacun. de potentiels d'action par minute. Ah, ok. C'est tout. Mais là, sur le schéma, on est tout à droite, en haut à droite. Voilà, on l'a fait en symétrique. Ici, ils n'ont pas dessiné l'artère, donc on ne voit pas l'étirement. Et puis, on a fait le schéma jusque-là. Ah, d'accord, ok.
Donc à droite, ça s'appelle des dendrites aussi. Et donc, il nous manque bien sûr toute la fin, qui fait que quand on s'est amusé ici à perturber la pression artérielle, on a fini par agir sur le cœur. Et nous, pour le moment, on n'a que la perception de la pression artérielle. Les dendrites, c'est pas que du côté du corps cellulaire, du coup, il y en a aussi. Les dendrites, elles sont du côté du corps cellulaire. Et ici, on a un axone qui va lui-même agir sur les dendrites du prochain neurone. Nous, quand on a écrit les dendrites Ouais. sur le schéma, c'est la fin de l'axone, du coup, c'est Non. Nous n'avons que des dendrites. On est arrivé au corps cellulaire et il y aura un axone après. Mais donc là où il y a la myéline, c'est pas un axone. Non. C'est pour ça que j'ai dit que tout n'était pas généralisable. Ici, on a des dendrites tellement longs qu'ils sont myélinisés. C'est pas classique, hein. C'est pas classique, mais ça existe. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir généraliser à l'ensemble des organes des sens? On va pouvoir généraliser le fait qu'il y ait des récepteurs particuliers à un type de message, que ça arrive sur les dendrites, ça c'est généralisable. Des dendrites aussi longs et myélinisés, non, ça c'est pas généralisable, c'est vraiment très particulier. Qu'on ait un codage par la fréquence, oui, ça c'est généralisable. Que ça se transporte sans perte, c'est généralisable, mais d'habitude parce que les dendrites sont très courts. Les autres types de neurones ont juste des dendrites très très courts, ce qui fait qu'effectivement le message arrive au corps cellulaire. Mais quand les dendrites sont très longs, eh bien à ce moment-là, ils vont être myélinisés, ce qui va permettre le transport sans perte jusqu'au corps cellulaire. Et du coup, la lumière sensorielle, c'est quand même des axones ou c'est un ensemble de dendrites? Ici, en fait, c'est un ensemble de dendrites, c'est un cas un petit peu particulier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'information arrive au corps cellulaire? Le corps cellulaire, il n'a pas de canaux du potentiel d'action. Jamais. Quand vous faites un marquage des canaux du potentiel d'action, on en a toujours dans l'axone. Ça, c'est sans surprise. Parfois, c'est surprenant, on en trouve dans les dendrites. Finalement, les dendrites se mettent à fonctionner comme des axones. C'est pas courant, ça arrive. Mais ce qu'on n'a jamais vu, c'est des canaux du potentiel d'action dans le corps cellulaire. Ça, jamais. Donc c'est un petit peu bizarre parce que jusqu'ici, on a dit l'intérêt d'avoir des canaux du potentiel d'action, c'est de transmettre cette information sans perte. Donc bien sûr, la première idée qui vient, mais il va y avoir de l'information qui va se perdre en passant à travers le corps cellulaire. Oui, c'est prévu pour. C'est-à-dire que tous les stimuli faibles, quelques potentiels d'action à basse fréquence, ne vont pas passer le corps cellulaire. Donc le neurone va fonctionner comme un filtre. Quand on a des stimuli faibles qui ont été perçus, qui ont migré jusqu'au corps cellulaire, ils ne passent pas. Hein, donc on a vraiment un effet de seuil qui va permettre de filtrer le bruit. C'est-à-dire qu'on a des stimuli faibles qui viennent exciter les terminaisons, mais qui généralement n'ont pas de signification biologique. Ils sont éliminés, ils ne passent pas le corps cellulaire. Et puis, le deuxième rôle, c'est que le traitement de l'information, il se fait dans le corps cellulaire parce qu'il n'a pas de canaux du potentiel d'action. Vous ne pouvez pas traiter l'information si vous avez des canaux du potentiel d'action. Donc le seul endroit où il n'y en a jamais, c'est le corps cellulaire, et donc c'est là que l'information va se traiter. J'ai mis 2 photos pour que vous n'ayez pas la vue déformée des schémas qu'on fait. Nous, on fait 3 malheureux dendrites qui vont sur un corps cellulaire qui va faire, si je suis courageuse, 5 synapses. Maintenant, la réalité. Un corps cellulaire, les innombrables dendrites, l'axonil est là, tout ça c'est des dendrites. Et les petits points, c'est tous les synapses qui arrivent sur tous les dendrites. Vous voyez à quel point nous sommes feignants quand nous faisons des schémas de neurones. Donc, il serait bien de mettre 10 000 synapses arrivant sur les dendrites du neurone, c'est à peu près le minimum, et des dendrites très ramifiés dans tous les sens. Bon, on va être feignant, on va mettre 3 synapses. Mais il aurait fallu en mettre 10 000. Mais comment ça se fait qu'une dendrite arrive à intégrer plusieurs messages parce que si elle Une reçoit... dendrite, non. La dendrite, elle reçoit, elle transmet, elle fait rien d'autre. C'est le corps cellulaire qui va traiter. Mais elle C'est le reçoit... corps cellulaire qui intègre. Ok. Elle en reçoit plein en même temps, du coup. Bien sûr. Et c'est comme ça que ça va marcher. Et ça la perturbe pas si... Enfin, Perturbé. non, mais dans le sens, elle arrive à envoyer les fréquences de un message. S'il y a un autre message qui arrive par-dessus, ça va Bah, pas... c'est exactement ce qui va se passer. Mais Mais c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, mais c'est le principe du traitement de Je l'information. comprends pas comment un message peut être différencié d'un autre s'ils arrivent en même temps. Ils sont pas différenciés d'un autre.
le principe du traitement de l'information, c'est d'associer les messages. Par exemple, vous avez un neurone qui va associer, quand vous faites le traitement visuel, vous avez une voix qui traite les formes, vous avez une voix qui traite les couleurs. À la fin, vous ne dites pas je vois un objet rectangulaire, ah, par ailleurs, il est vert. Non, vous dites je vois un classeur vert. Ça veut dire que les informations de la forme, les informations de la couleur ont fini par se rejoindre. Les informations de la couleur arrivent sur un côté, les informations de la forme arrivent sur un autre, et il y a un neurone qui intègre tout ça comme étant un seul élément, et par ailleurs, il reçoit de la part des zones qui ont mémorisé des choses que ceci s'appelle un classeur. Donc c'est Et le donc but. il faut qu'il y ait toutes ces informations, soit appelé l'intégration de l'information, on additionne des informations. Mais sur une même dendrite, s'il y a plusieurs messages qui arrivent sur du même endroit, bah, du coup il ne pourra pas se dire là il y a une information là, je l'additionne à celle-là, si elles sont en même temps au même endroit, il va juste pas comprendre ce qui arrive. S'ils sont en même temps au même endroit. On vous a dit il y a 10 000 synapses qui arrivent sur chaque Mais le fait dendrite. qu'elle arrive sur cette synapse ou sur sa voisine, c'est pas pareil. Donc si ça arrive à deux endroits, il va bien pouvoir les différencier. Il les différencie pas, il les additionne. Tout le principe de traitement de l'information, c'est de faire une sommation. Mais là il n'est pas dans le corps cellulaire. Moi, je ne m'intéresse pas à ce qui arrive avant le corps cellulaire. Moi, le corps cellulaire, c'est de la transmission, point final. Ce qui est intéressant, c'est maintenant tout est arrivé à partir du corps cellulaire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps cellulaire? Et c'est le corps cellulaire qui peut additionner. Parce que bien sûr, les dendrites, elles ne peuvent pas. Les dendrites, elles ne font que conduire. Le corps cellulaire, il n'a pas de canon du potentiel d'action. Donc c'est lui qui va additionner toutes les informations. Vous ne pouvez pas additionner de potentiel d'action. Potentiel d'action, on est au-dessus du seuil, il y a un potentiel d'action. Point barre. Donc ça ne s'additionne pas. Donc il faut reconvertir les potentiels d'action en autre chose. Et donc ça va être des potentiels qui vont être proportionnels à la stimulation. Donc ici par exemple, on a dessiné plusieurs synapses. Les synapses, elles peuvent être excitatrices ou elles peuvent être inhibitrices. Excitatrices, généralement, elles vont laisser passer du sodium. Inhibitrices, elles vont laisser passer du chlore. Donc une synapse excitatrice va induire une dépolarisation dans le corps cellulaire. Pas un potentiel d'action. Il n'a pas de canon du potentiel d'action. Donc juste une petite dépolarisation à l'intérieur de ce corps cellulaire. Une synapse inhibitrice va induire une hyperpolarisation à l'intérieur de ce corps cellulaire. L'activité du corps cellulaire, c'est d'additionner tout ça, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une série de dépolarisations qui arrivent de 30 000 synapses, une série au contraire d'hyperpolarisation qui arrive de 48 autres, et il fait la somme de tout ça. Sachant que la force de cette dépolarisation, elle va dépendre de la distance qui a été parcourue sans canot du potentiel d'action. Parce qu'au fur et à mesure, ça va diminuer. Donc la distance de la synapse par rapport au corps cellulaire, dans la plupart des neurones qui n'ont pas de canot du potentiel d'action dans les dendrites, ça va faire que les synapses proches, elles ont beaucoup d'effets sur l'activité du neurone. Les synapses lointaines, elles ont très peu d'effets. Et donc la géométrie de neurones a beaucoup d'importance, et en particulier où arrive exactement une synapse. Ces synapses-là ont un effet très limité sur l'action du neurone. Celles-ci ont un effet majeur. Et la position des synapses a été définie au fur et à mesure de l'expérience. Il y a des synapses qui sont éliminées, et donc c'est le résultat de l'expérience qui fait cette architecture-là avec tel neurone connecté à tel endroit. Et donc on a simplement une sommation algébrique entre ce qu'on va appeler les potentiels post-synaptiques excitateurs, donc les dépolarisations produites par les synapses excitatrices, et les potentiels post-synaptiques inhibiteurs, les hyperpolarisations produites par les synapses inhibitrices. Et c'est le tout qui s'additionne. Donc imaginons que vous ayez, quand on fait la somme algébrique, on arrive à 0, parce que par exemple on a autant de synapses excitatrices qu'inhibitrices, et elles sont toutes à peu près à le même éloignement par rapport au corps cellulaire, en sortie on n'a rien, ce qui est une information. Ou au contraire, on a une forte activité excitatrice qui l'emporte sur l'activité inhibitrice, ça dépasse le seuil faiblement, on aura émission d'un ou deux potentiels d'action. Ça dépasse le seuil très très fortement, une série de potentiels d'action à haute fréquence. Et donc c'est la somme de tout ça qui est le traitement de l'information. Les dendrites, en termes de transport de l'information, les dendrites sont avant le corps cellulaire, les axones sont après le corps cellulaire.
Donc la dendrite amène l'information au corps cellulaire, l'axone fait partir l'information issue du corps cellulaire. Il y a qu'un seul axone ou il y en a plusieurs? Généralement, il y a qu'un seul axone qui se ramifie à l'extrémité. Ah oui. Et qui se ramifie beaucoup, beaucoup. Ce que nous dessinons jamais. Je sais pas compris comment un synapse plus proche du corps cellulaire pouvait plus longtemps. C'est parce que ici, on n'a pas de canal du potentiel d'action. Donc ça veut dire qu'on a une transmission électrique avec une décroissance exponentielle. Ça veut dire que sur l'entièreté du dendrite, c'est ça? Pour la plupart des neurones, nous on a pris un neurone un peu bizarre, mais sur les neurones qui ne sont pas des neurones sensoriels, la plupart du temps, sur l'ensemble du dendrite, il n'y a pas de canaux du potentiel d'action. Et donc, très rapidement, quand on s'éloigne, il faut vraiment que cette synapse soit vraiment hyper active pour qu'il reste un petit courant qui arrive jusqu'au corps cellulaire. Mais ça peut avoir son importance, parfois dans le traitement de l'information. Donc la distance est quelque chose d'important, et puis savoir si la synapse est excitatrice ou inhibitrice. Ça va dépendre des récepteurs aux neurotransmetteurs qui sont sur le dendrite du neurone. Est-ce qu'il a des canaux laissant passer le sodium? Est-ce qu'il a des canaux laissant passer le chlore? Et donc tout le traitement d'information, c'est pas quelque chose de mystérieux, hein. C'est juste additionner les excitations et les inhibitions. Et c'est ce qu'on fait quand on fait des modèles de neurones artificiels. On fait une sommation algébrique de toutes les excitations et les inhibitions pour arriver à avoir un réseau de neurones qui apprend quelque chose. Et il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Et comment est-ce qu'il est transformé le signal électrique? Est-ce qu'il n'est pas axonné? Bah si, puisqu'on n'a pas de canal du potentiel d'action. Quand on n'a pas de canal du potentiel d'action, tout s'additionne. On va faire un petit schéma, vous m'avez l'air perturbé. Est-ce qu'on a quand même des canaux sodium? On va prendre un neurone standard, hein, donc pas le neurone dont on parlait précédemment. Là, tu as dit quand c'était synapse excitatrice, c'était le Et sodium. puis on va pas faire très compliqué, il va avoir pas beaucoup de dendrites, On va quand même avoir un message. parce qu'on n'a pas envie de se compliquer la vie. Donc, pas du tout réaliste. Hein. Est-ce qu'on a quand même des canaux, soit au sodium et au chlore, au niveau du corps cellulaire? Bah oui, bien sûr. Oui. Et il y a des synapses qui arrivent directement sur le corps cellulaire. Hein. Ok. Vous voyez qu'il y en a moins, mais il y en a quand même qui arrivent directement sur le corps cellulaire. Ça se voit mieux ici. On en voit qui arrivent sur le corps cellulaire. Donc c'est possible aussi. Ok. La plupart arrivent sur les dendrites, parce que l'architecture des dendrites est un élément de contrôle du traitement de l'information. Alors que celle qui arrive sur le corps cellulaire, c'est pas tellement modifiable. Donc mettons une synapse excitatrice qui arrive là, par exemple, avec un canal élastique qui permet de faire entrer du sodium. Donc celle-là, elle est excitatrice. Et puis on va en mettre une autre à peu près à la même distance. On va les appeler 1 et 2. Je sais pas, j'ai mis pas. Elle est excitatrice aussi. Pareil, elle fait rentrer du sodium. Et puis on va enregistrer ce qui se passe ici. On prend vraiment un neurone standard, c'est-à-dire il n'y a pas de canaux du potentiel d'action. Les canaux du potentiel d'action, ils seront ici. Il y a des canaux de fuite qui font potentiel de repos, mais je ne m'embête pas, je vais les dessiner. Et on va regarder quelle est la DDP que l'on enregistre en fonction du temps. Donc première possibilité, il n'y a que la synapse 1 qui s'active. On va dire que quand la synapse 1 s'active, ce qu'on arrive à enregistrer au niveau du corps cellulaire, c'est cette réponse. Donc on va appeler un potentiel postsynaptique excitateur provoqué par la synapse 1. Donc une dépolarisation, c'est une synapse excitatrice. Là, il n'y a eu que un tout seul. On va supposer que si on excitait deux, puisqu'elle est excitatrice aussi, qu'elle est à peu près à la même distance, on aurait à peu près exactement la même chose avec la synapse 2. Bon, c'est pas ça, c'est rigolo. Maintenant, c'est en même temps. Supposons que 1 et 2 s'activent en même temps parce qu'en fait, elles codent des informations appartenant au même type de stimuli.
comme on l'a dit, ça peut être la forme et la couleur. S'il n'y avait que 1, bah, ça fait ça, et puis ça disparaîtrait. Et maintenant, il y a 2. Et donc, vous en avez 2 fois plus. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une sommation. On va dire qu'elle est spatiale. C'est 2 informations qui arrivent différemment dans l'espace, qui finissent par s'additionner. Et donc, si je regarde en sortie, ce qu'on devrait avoir ici dans l'axone, là, vous savez que c'est en extracellulaire, hein, donc, ça va être moins joli. Avec la stimulation de 1, on aurait... Alors, il faut que je le fasse un petit peu plus large pour qu'on voit. Une fréquence relativement faible et puis un signal de fin. Maintenant, avec 1 et 2, ben, on va avoir un signal beaucoup plus élevé, et puis toujours notre signal de fin. Et donc, comme la dépolarisation est 2 fois plus forte, la fréquence ici elle sera 2 fois plus forte. Et donc, ce neurone, il répond plus quand 1 et 2 sont actifs que quand 1 ou 2 est actif séparément. Il a additionné les dépolarisations parce qu'il n'y a pas de potentiel d'action dans le corps cellulaire. Par contre, à partir du moment où c'est recodé ici en potentiel d'action, vous ne pouvez rien additionner. C'est quoi le TSE? Potentiel postsynaptique excitateur. Puisqu'il est postsynaptique, il est de l'autre côté et il est excitateur puisqu'on est sur des synapses excitatrices. Maintenant, plutôt que d'avoir 2 excitatrices, on pourra avoir une synapse excitatrice et puis en rajouter une inhibitrice. Pour pas compliquer, on va aussi la mettre à peu près à la même distance. Celle-ci, c'est la numéro 3. Elle est inhibitrice, c'est-à-dire que les canaux qui s'ouvrent en réponse à son neurotransmetteur sont au contraire des canaux chlorés. Et puis, même chose, on enregistre dans le corps cellulaire. Et on regarde qu'est-ce qu'on va obtenir en fonction du temps. Si on stimule 3 pixels, on va obtenir un potentiel postsynaptique inhibiteur. Puisqu'on hyperpolarise la cellule. Donc bien évidemment, en sortie, hein, on n'a rien. Rien du tout. Donc on peut dire, bah, ça ne sert à rien, ces synapses inhibitrices. Puisque de toute façon, qu'elles soient là, qu'elles ne soient pas là, il n'y a rien. Mais si, parce qu'elles peuvent bloquer un stimulus excitateur qui arrive par ailleurs. Donc par exemple, si 1 et 3 sont actifs en même temps, 3 aurait dû dépolariser, mais 1 aurait dû dépolariser, mais 3 hyperpolarisent, et donc le résultat, c'est rien du tout. Puisqu'on a eu une dépolarisation et une hyperpolarisation qui sont arrivées en même temps sur le corps cellulaire, ils se neutralisent, et donc ben, en sortie, on n'a rien du tout, alors que la synapse 1 activatrice, elle était active. Donc là, activer la synapse 3 en même temps que la synapse 1, c'est bloquer l'information qui passe par 1. Et les informations inhibitrices sont très importantes. Le fait d'inhiber, par exemple, ça se passe dès votre œil. Quand vous regardez quelque chose de contrasté, ce qui va augmenter le contraste, c'est qu'il y a des synapses inhibitrices qui vont venir inhiber tout ce qui est à côté. Ça va augmenter le contraste. Est-ce qu'on a... Il faudrait un joli quadrillage pour faire l'expérience. Ça manque de petits carreaux au sol. Bon, bah, vous allez vous le faire vous-même. Tracez 3 bonnes lignes épaisses, bien foncées. Un bon quadrillage bien noir sur un fond bien blanc.
calcium, intéressant. C'est CL1, la clé, Oui, ça peut être du calcium aussi éventuellement, mais c'est plus souvent du sodium. c'est admis. C'est Admis. 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 Bah, je sais pas, enfin, Non, je vous dis que c'est ça la situation la plus fréquente, oui, parce que la plupart du temps, on est dans le système nerveux. Le neurotransmetteur, c'est du glutamate, et les récepteurs au glutamate, c'est généralement du sodium, parce que je ne suis pas en train de vous parler de la mémoire. Et les récepteurs, les synapses inhibitrices, c'est les synapses GABA, et leur récepteur, c'est aussi du glutamate. Voilà, bon, on a simplifié un peu, on a fait un peu tout ça. Donc, montrons l'importance de l'inhibition dans le traitement de l'information. Donc, première étape, vous regardez le centre et vous notez ce qui se passe sur les autres croisements. Normalement, rien du tout, il ne se passe rien. Parce que si vous regardez le centre, ça veut dire que la fovea, là où vous avez le plus de récepteurs, arrive sur le centre et tout va bien. Il n'y a pas de traitement aberrant de l'information. Maintenant, on regarde un peu à côté. Alors, je ne sais pas si avec le 3, ça va suffire. Sinon, vous regardez carrément à côté et observez, mais alors sans faire un coup d'œil qui va y aller, hein, sinon ça arrête tout. Essayez de garder votre regard fixé sur la croix qui est à côté et notez ce qui se passe aux intersections. Quand justement, ça ne tombe pas pile dans votre fovea. Je ne sais pas si vous aurez fait des traces assez épais pour ça. Vous voyez quelque chose? Il se passe quoi? Une blanche un peu transparente. Voilà, il y a du blanc dans l'intersection. En fait, votre cerveau, il recrée du contraste là où il n'y en a pas. Il dit normalement, il y a un max de contraste. Pourquoi sur l'intersection, là, j'ai pas assez de contraste? Allez, hop, j'inhibe et je vais mettre du contraste. En fait, votre cerveau, il fait tout le temps ça. Hein, il reconstitue l'image. La perception directe, c'est peut-être 10%. Le reste, c'est de la reconstruction. Il n'arrête pas de faire ça. Et donc là, il le fait dans le traitement grâce au système des neurones inhibiteurs. Alors pourquoi on voit mal comme ça va bien? Pourquoi on voit mal si on reconstruit l'image? Il la reconstruit bien l'image. Je sais pas, moi demande-lui. Donc ça, c'est une cas particulier de la vision, mais l'essentiel du traitement de l'information se fait par l'inhibition, plus que par l'activation. Mais du coup, pourquoi on voit mal? Pourquoi on porte des lunettes? Parce que si reconstruit l'information, c'est débile de la refaire floue. Ah, ça c'est autre chose. Non, il reconstruit le traitement. Par exemple, si le cerveau ne se traitait pas, vous devriez avoir 2 gros trous dans votre vision. Le point de départ du nerf optique. Il n'y a pas de récepteur au point de départ du nerf optique. Pourquoi on n'a pas de trous? Parce qu'en fait, on utilise l'information de l'œil droit pour reconstruire la partie à gauche et réciproquement. Donc, nous n'avons pas de trous. Mais on devrait les avoir. Donc ça, le cerveau, il sait bien faire. Par contre, si la perception initiale est complètement floue, alors il fait des choses. Vous avez tous fait cette expérience le soir. Vous ne savez pas trop ce que c'est. Le traitement de l'information fait une hypothèse. Oh mon Dieu, il y a un serpent dans ma pelouse. Et au bout d'un moment, moi, bof, je suis pas en Inde, c'est probablement le tuyau d'arrosage. Donc en fait, on reconstruit une part de l'information parce qu'à un moment, on est persuadé de voir quelque chose, alors qu'en fait, c'est une interprétation. Ok. Mais malheureusement, nous sommes. Mais le cerveau reconstruit une bonne partie de ce que vous ne voyez pas. Hein. Quand vous êtes astigmate, en fait, vous reconstruisez les lettres alors qu'en fait, vous avez vu un truc tout flou, mais vous le reconstituez quand même. Essayez de faire de l'expérience toute bête. Vous prenez un texte, vous masquez toute la partie inférieure ou toute la partie supérieure des lettres. Et bien, vous lisez le texte sans aucun problème. Ouais, Vous le pouvez tout barorécepteur reconstruire. carotidien. Vous pouvez effacer une lettre sur 4, reconstituer. Il suffit d'avoir le début d'une lettre et on reconstruit. C'est vous? Trop marrant. C'est pas mon frère, mais c'est non, c'est pas pour ça. Ne lancez pas là-dessus, on va pas abuser.
rentrer là-dedans, c'est pas au programme, et une petite variante de ce modèle permet de comprendre l'apprentissage en renforçant l'efficacité de certaines synapses. Du coup, on associe des choses, etc. C'est un modèle assez utile. Et donc surtout, qui ne fonctionne pas du tout dès que vous remettez des canaux du potentiel d'action, il n'y a plus rien qui s'additionne, vous ne pouvez plus faire de traitement. Donc autant l'existence de canaux du potentiel d'action, c'est excellent pour le transport, sans perte, mais ça ne permet pas de traiter. Donc certains se demandaient, oui, mais si on a une synapse qui active plein de moments, eh ben, nous on a fait la sommation spatiale, mais vous pouvez aussi faire la sommation temporelle. Si une synapse est active plusieurs fois de suite, eh bien, le premier potentiel postsynaptique qu'elle a créé ne sera pas terminé quand le deuxième va apparaître, et ça va juste s'additionner. Donc quand vous avez une synapse qui est très active avec des délais très très brefs, eh bien, son effet sur le corps cellulaire s'additionne. Donc une fois que le traitement est fait, on arrive à la base de l'axone. L'axone déclenche la série de potentiels d'action. On a vu comment il transmettait tout ça. Maintenant, il faut arriver au bout de l'axone. Qu'est-ce qui se passe quand on est au bout de l'axone? Donc au bout de l'axone, on va avoir retransformation grâce à la synapse. Donc nous, on va travailler que sur les synapses chimiques. Il existe de façon rarissime des synapses électriques. On va pas en parler. Pour montrer comment cette cellule va pouvoir transmettre cette information à l'autre cellule, et donc en particulier comment l'information électrique transportée par l'axone va pouvoir se transformer en une information chimique reçue, donc soit par un autre neurone, soit reçue par une cellule cible.